Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo absolument pas constructive parce que ça fait longtemps et que voilà, des fois j'ai envie de te faire des vidéos où t'apprends pas forcément des trucs très intéressants parce que ça y est, on a passé la barre des 200 sur cette chaîne et je voulais te dire merci, 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 merci et faire une petite danse de la joie. Voilà. Et du coup, comme j'avais fait pour les premiers 100 abonnés, je vais te dire 10 choses utiles ou pas utiles sur moi, histoire qu'on se connaisse encore un petit peu plus. Ou en tout cas que toi, tu me connaisses un petit peu plus. C'est parti. Alors, chose numéro 1. J'ai découvert, quand j'étais adolescente, grâce au film Le Cercle des Poètes Disparus, que Carpe Diem signifiait cueille le jour. J'aimais déjà beaucoup cette expression, Carpe Diem, et j'adore ce film d'ailleurs, il faudrait que je le revoie. Sauf que je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'avais plus ou moins compris le sens, mais comme j'avais pas fait de latin, pour moi, Carpe Diem, ça voulait dire la carpe de Dieu. Et j'imaginais qu'il y avait dans la Bible une petite histoire à propos d'une carpe, un peu comme une parabole ou une métaphore. Qui raconterait, ça donne plus ou moins ça dans ma tête, c'était l'histoire d'une carpe, forcément, qui, à chaque fois qu'elle mangeait un truc, elle pouvait pas savoir s'il y avait un hameçon au bout, et du coup, elle pouvait pas savoir si le fait de manger, ça allait la nourrir ou la tuer. Et du coup, dans mon esprit, c'était un petit peu, vas-y, mange, parce que tu peux pas savoir. Ce qui, quand même, correspond plus ou moins à la philosophie du Carpe Diem, même si cueille le jour, c'est quand même une très très belle, moi je trouve ça magnifique comme image, quoi, le fait de cueillir le jour, etc. Et je trouve vraiment, vraiment dommage qu'aujourd'hui ça a été remplacé par l'anglo-saxon YOLO. Voilà. À propos de cueillir le jour et de ne pas savoir si tu vas mourir. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait une expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente, donc EMI ou NDE, Near Death Experience en anglais, qui consiste au fait que je suis peut-être passé pas très loin de la mort, c'était pendant un accident de vélo, ou alors que je suis peut-être morte pendant quelques instants et revenue. Enfin bref, voilà, j'ai vécu la mort, ça a été une expérience très intense pour moi. Et je sais pas si ça t'intéresse, mais si ça t'intéresse, dis-le moi et comme ça je te raconterai comment ça s'est passé et surtout comment j'ai enfoui ça pendant très très longtemps avant que ça me revienne. Et voilà, donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse. Numéro 3, à propos de la mort et de tout ça, je pense que ça m'a apporté quelque chose particulièrement, c'est qu'aujourd'hui je n'ai aucune phobie. En fait, je ne savais pas trop quoi mettre dans des 10 choses à savoir sur moi, du coup je suis allée voir ce que disaient les autres youtubeurs dans les choses... découvrez-moi, etc. Et il y en a pas mal qui mettent, voilà, j'ai la phobie de ci, j'ai la phobie de ça, etc. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai aucune phobie. Je n'ai pas de peur irraisonnée. Je n'ai pas peur de la mort, puisque je l'ai déjà connue et que ça fait pas peur. Je n'ai pas peur des insectes, des araignées. J'ai déjà mangé des insectes, d'ailleurs. C'était en 2000, je crois, à l'exposition universelle à Berlin, et c'est vachement bon. J'ai pas de peur, j'ai pas peur des serpents, des scorpions, etc. Ce qui veut pas dire que j'ai peur de rien, parce que sinon ça voudrait dire que mon hypothalamus est mort et que dans ce cas-là, je traverserais la rue sans regarder ou que je mettrais ma main dans le feu. Voilà, sans me poser de questions. Donc j'ai des peurs raisonnées, évidemment, mais j'ai pas de peur irraisonnée et j'ai même pas peur de souffrir. Parce que je sais aujourd'hui que quelque part c'est dans la souffrance que j'ai développé mes plus grandes forces et mes plus grandes valeurs en fait. Donc voilà, je n'ai aucune phobie. Numéro 4, qui n'a absolument rien à voir. J'ai rencontré la plupart de mes voisins de façon complètement absurde et assez drôle. Et j'ai rencontré Sophie, que tu connais. Sophie, c'était ma voisine d'en face à Lyon. Et en fait, je l'ai rencontrée. Elle était en train de faire une soirée fille sur son balcon en face de chez moi. Et j'étais toute seule dans mon appartement sur le canapé. Et elle était peut-être un peu éméchée, mais elle m'a fait « Ah, t'es toute seule, vas-y, viens !» et tout comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie. J'ai rencontré à Lyon mes voisins du dessous pendant une panne de chaudière. Ça faisait 4 jours qu'on n'avait plus de chaudière, qu'on n'avait plus d'eau chaude, que c'était plein mois de novembre, que j'en pouvais plus des douches froides. Et du coup, je suis allée toquer chez mes voisins avec ma serviette et mes cheveux dégueulasses. Et
Et je devais pas sentir la rose non plus. Parce que ouais, comme j'aime vraiment pas les douches froides, bah, je prenais pas vraiment des douches. Et du coup, je suis allée toquer chez eux, je les avais jamais rencontrés et je leur ai demandé si je pouvais pas utiliser leur douche. Et je crois que juste parce qu'ils étaient assez stupéfaits du culot de la demande, et ben ils ont dit oui et on est devenus vraiment super amis. Et il me manque beaucoup et c'est un couple merveilleux et voilà. Et il me manque. J'ai rencontré mes voisins d'à côté, juste là en bas. Euh, je m'étais enfermée dehors. Je m'étais enfermée dehors et j'arrivais pas j'appelais Johan, mais il répondait pas. Et du coup, j'ai demandé aux voisins si je pouvais pas escalader mon balcon depuis leur terrasse. Et ce jour-là, j'étais en toute petite jupe. Et je lui ai demandé s'il avait un escabeau. Il m'a sorti un escabeau et il a reculé de plusieurs pas, genre pour pas regarder sous ma jupe. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit non, mais il va falloir que tu me le tiennes, cet escabeau, quand même, parce que sinon je vais me casser la figure. Et donc, j'ai escaladé ma terrasse en mini-jupe sous les yeux à demi fermés de mon voisin qui me connaissait à peine. Et voilà, et il est super sympa. Euh, Numéro 5, une seule main. Numéro 5, on a commencé l'école à la maison avec ma fille et c'est trop cool. On a commencé vendredi dernier. Je lui ai fait une petite école et tout. J'ai fait ça avec des rouleaux de carton. Tu sais, les rouleaux du papier médical que j'utilise dans mon cabinet d'ostéopathie. J'ai monté une petite structure en forme de maison. J'ai fait un toit en tissu et du coup, c'est écrit dessus la petite école. Et je lui ai fait une petite école. Et quand elle est rentrée du coup de chez la nounou vendredi, je lui ai montré cette petite école. Elle était trop contente parce que ça faisait trop longtemps qu'elle avait envie qu'on commence à faire l'école à la maison. Et maintenant, elle dit à tout le monde qu'elle fait l'école à la maison. Et elle est trop heureuse. Et donc, elle a voulu tout de suite le vendredi soir faire un premier cours. Et j'avais toujours lu que les enfants à 3 ans, ben voilà, au bout de 20 minutes d'attention, ça ne sert plus à rien d'essayer de leur demander quoi que ce soit. Et en fait, elle était tellement mais heureuse. On a fait les chiffres, on a commencé par les chiffres. Elle adore les chiffres. Et on a fait une leçon, elle voulait plus s'arrêter. Elle voulait plus s'arrêter. Je lui disais, mais arrête, il est 20h, il faut qu'on aille manger. Elle me disait, non, encore la leçon. On a fait 45 minutes de leçon. Et c'était trop cool. Et elle adore l'école à la maison. Et j'adore l'école à la maison. J'avoue, quand elle est rentrée dans la petite école, elle m'a dit, et demain, tu vas m'acheter une maîtresse. Et quand je lui ai dit que ce serait moi la maîtresse, elle a fait pendant une demi-seconde une espèce de tête du genre. Et puis après, bon, elle était contente et puis elle a vu que, visiblement, elle a vu que ça me tenait à cœur. Mais voilà, elle a été déçue une demi-seconde que ce soit moi la maîtresse. Mais en tout cas, j'adore l'école à la maison. Elle adore l'école à la maison et j'espère que ça va durer comme ça. À propos d'école et d'être petite, numéro 6, quand j'étais petite, j'étais un vrai enfant de cœur. Littéralement, j'étais enfant de cœur, c'est-à-dire que je servais à la messe. Donc voilà, j'étais un enfant de cœur à la messe, mais à côté de ça, j'étais pas du tout un enfant de cœur. J'étais une enfant terrible. J'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes parents. J'ai fait des petites conneries, beaucoup de petites conneries. J'ai fait des grosses conneries aussi. J'ai fait beaucoup de la merde quand même. J'étais vraiment pas une enfant facile. Et quelque part, c'est assez surprenant parce que ma maman a quand même continué à avoir une confiance en moi complètement infaillible et, et voilà, et inconditionnelle, alors que mon père, lui, m'a bien fait comprendre que la confiance, ça se gagne et qu'il ne ferait pas confiance comme ça. Bref, quand j'étais petite aussi, numéro 7, quand j'étais petite, j'ai fait, tu le sais, j'ai fait le conservatoire, tu dois le savoir, depuis le temps que je te chante des chansons, j'ai fait le conservatoire, donc j'ai fait 8 ou 10 ans de chant, et j'ai fait 5 ans de violon, et c'était une vraie catastrophe, c'était l'horreur, je détestais ça, ma prof m'aimait pas particulièrement et me le faisait bien sentir, ça a été l'horreur aussi pour mes parents qui ont dû m'écouter répéter pendant toutes ces années et c'était très très loin d'être mélodieux. Enfin bref, du coup j'ai arrêté après le premier cycle et je le regrette aujourd'hui. Je regrette aujourd'hui parce que j'ai réentendu il n'y a pas très longtemps à un mariage un violoniste et je me suis dit oh putain qu'est-ce que c'est beau le violon et qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça. Et bon il m'a bien fait comprendre qu'il fallait pratiquer pendant au moins 20 ans pour en arriver à son niveau et je me suis dit putain c'est quand même con parce que ça me mènerait à 50 ans si je m'y remettais, même si c'est sûr que je redémarrerais pas de zéro. Par contre
Je pense que je ne pourrai plus jamais faire de violon, tout simplement parce que j'ai essayé d'en refaire un petit peu quand j'étais étudiante. Je gardais un petit garçon qui doit maintenant être au collège, ça fait flipper comme le temps passe, qui faisait du piano, et pour son audition de fin d'année, je l'avais accompagné au violon, et en fait ça avait été très douloureux pour moi parce que les cordes étaient trop douloureuses sous mes doigts. Avec l'ostéopathie, le fait voilà, d'écouter les tissus et de sentir des tout petits mouvements, en fait, des micro-mouvements sous mes doigts, j'ai développé une grosse sensibilité du bout des doigts. Et d'ailleurs, mon réseau nerveux et vasculaire s'est adapté en fonction de ça. Aujourd'hui, j'ai des grosses veines. Je ne sais pas si on voit avec la lumière, mais j'ai des grosses veines qui sont dues tout simplement à ce que je demande énormément de sensorialité à mes mains par l'ostéopathie. Et donc cette sensorialité exacerbée fait que le contact des cordes qui sont très fines et très coupantes du violon sous mes doigts me fait très mal. Mon chéri qui est guitariste avait essayé de m'apprendre la guitare et c'était très douloureux pour moi aussi. Donc je pense que les instruments à cordes, c'est fini pour moi. Voilà. Numéro 8, qui n'a aucun intérêt. Je suis plus chien que chat. J'ai toujours préféré les chiens, mais juste les gros chiens. On dit souvent qu'il y a des personnes qui préfèrent les chats, des personnes qui préfèrent les chiens. Moi, j'ai toujours aimé les gros chiens. Quand j'étais petite, on avait un dog allemand. Et comme j'étais vraiment petite et qu'un dog allemand, je ne sais pas si tu sais, mais c'est juste gigantesque. Il était à quatre pattes, il était plus grand que moi. Et voilà, j'ai toujours adoré les gros chiens. Mais depuis, j'ai toujours eu des chats parce que j'ai toujours vécu en appartement. Et que du coup, j'ai jamais eu le cœur d'enfermer un chien dans un appartement. Pas que j'ai eu le cœur d'enfermer des chats dans des appartements, puisque le seul chat que j'ai eu, en fait, j'ai eu pas trop le choix. Il s'est présenté, il est venu, et il était là. Il a disparu pendant 14 mois. Il est revenu. Et là, ça fait 2 mois qu'il est... 1 mois et demi, 2 mois qu'il est parti. Donc je sais pas. Tu vois, au bout de 14 mois, on avait abandonné l'idée qu'il reviendrait. Et puis il s'est réinstallé un jour comme si de rien n'était. Donc je me dis que peut-être, dans 14 mois, ou plutôt dans 12 mois maintenant, il va redébarquer et faire comme si de rien n'était. Voilà. Mais j'aime encore plus que les chiens et les chats. J'aime les gens. J'aime profondément les gens. Et je dis facilement je t'aime. Je dis très facilement je t'aime à ma famille, ma mère et mes frères. On s'est toujours dit très facilement je t'aime, on communique très facilement. Je le dis très facilement à mes amis. J'ai un amour profond de tout le monde, en fait. Je garde énormément d'amour pour tous les gens qui ont croisé ma vie, pour mes amis, pour mes ex aussi. Je garde énormément d'amour pour mes ex, même si on pourrait se dire, voilà, il y en a qui m'ont fait beaucoup de mal, ou en tout cas on s'est fait mutuellement beaucoup de mal, hein. C'est souvent comme ça dans les relations passionnelles. Et pourtant, en fait, je garde énormément d'amour. Et je dis facilement que j'aime les gens. Et je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes à entendre, ou alors qu'ils peuvent penser que c'est faux, ou que c'est par un amour profond. Mais voilà, c'est toujours sincère en tout cas. Et je ferais pas ce que je fais si j'aimais pas les gens. Et il y a une personne particulièrement, c'est mon beau-père. Ma maman, elle s'est mariée là le mois dernier. C'était un très beau mariage. Mon beau-père, je l'aime. Mon beau-père, c'est une personne merveilleuse. Et il a beaucoup de mal à entendre ça. Il a beaucoup de mal quand je lui dis que je l'aime. Et du coup, voilà, le fait de le dire en plus en vidéo. Je crois que si il voit la vidéo, ça va être encore pire pour lui. Carlos, je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour notre famille et d'être juste toi. Tu es une personne merveilleuse. Voilà. Et oh bah tiens, voilà, on en est déjà au numéro 10. Numéro 10, je ne fais pas mon âge. Je n'ai jamais fait mon âge. Par contre, j'ai toujours pas fait mon âge dans le même sens. Parce que tu vois, par exemple, quand j'avais la vingtaine, on me donnait plutôt 27 ans que 20 ans. Voire même quand j'étais mineure, on m'a jamais demandé ma carte d'identité pour quoi que ce soit, puisque je faisais plus que mon âge. Et aujourd'hui que j'ai 30 ans, on m'en donne plutôt 22 ou 24, ce qui peut être dû à 2 faits. Premièrement, le fait que ma maman fait beaucoup plus jeune que son âge aussi, elle a toujours fait plus jeune que son âge, et aussi le fait que j'ai une hygiène de vie quand même bien meilleure aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Et quand je dis bien meilleur, c'est un peu le jour et la nuit. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça se voit, tout simplement. Parce que ce qui est bon à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et j'ai développé quelque part une espèce de fascination bizarre pour les chaînes de beauté. Je regarde pas beaucoup, hein. Genre je regarde 1 ou 2 vidéos tous les 10 jours. En ce moment, j'aime bien Colline de Et pourquoi pas Colline. Et en fait, cette fascination me vient du fait que je
je vois ces femmes qui sont très belles, hein, qui sont très très belles pour la plupart, qui se mettent je sais pas combien de produits de beauté pour avoir, tu sais, le truc nude, genre l'effet naturel. Elles se mettent genre euh, une base, une crème, un fond de teint, du blush, de l'anti-cerne, du contouring, je sais pas combien de fard à paupières dans des tons naturels différents. Et en fait, elles passent 20 minutes à se maquiller pour avoir l'air naturel, alors que, euh, sincèrement, elles auraient le même résultat simplement en mangeant sain et en dormant correctement. Et c'est juste dommage. C'est juste dommage. C'est à la fois drôle et pas drôle du tout, du coup. Mais ouais, moi, je me maquille jamais, je fais jamais le teint ou quoi que ce soit. Je me maquille genre les yeux une fois toutes les semaines et je me démaquille une fois toutes les semaines. Même si je sais que je devrais pas faire ça, mais je mets jamais rien sur ma peau. Je mets même pas d'eau ou de savon sur la peau de mon visage. Ça peut sembler dégueulasse, mais j'ai remarqué que quoi que je mette, que ce soit de l'eau, du savon ou n'importe quoi sur mon visage, j'ai des réactions. Donc voilà, il y a une espèce d'équilibre très subtil qui se joue sur ma peau du visage que je laisse faire tout seul et c'est très très bien. Je mets rien du tout, même pas des trucs naturels genre de l'huile de coco, des trucs comme ça. Ou alors vraiment quand j'ai la peau vraiment très sèche et c'est juste une question de confort parce que dans ce cas-là, je bois de l'eau pour être moins sèche. Bref, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Tu sais maintenant 10 choses de plus sur moi. Dis-moi si tu as envie de savoir cette histoire de- d'expérience de la mort. Et puis sinon, je te souhaite un très beau samedi et je te dis à bientôt.